Bonjour, je suis ravi de vous retrouver de nouveau dans cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais essayer de donner des réponses à un nouveau QCM. Cette fois-ci, c'est un QCM d'un concours de la CNSS, Caisse nationale de la sécurité sociale. Ce concours s'est déroulé en 2017, dans 20 questions, principalement dans le traitement des bases de données, l'algorithmique, et aussi en ce qui concerne des questions qui sont en relation avec la complexité. Calcul de la complexité. Voilà. Donc, je vais essayer de passer rapidement sur les premières 10 questions. Donc, je vous ai dit, c'est 20 questions au total. Je vais essayer de voir les 10 premières questions. Et dans une autre vidéo, je vais publier les 10 autres questions qui restent. Ok, donc on fait comme ça. Donc, je commence par la première question. Donc, la première question, c'est par rapport au modèle entité-association. On se demande quelles sont les affirmations qui sont correctes parmi les affirmations qui sont listées. Ici, moi, ce que j'ai répondu à cette question, j'ai mis le B. Donc, je vais essayer de retrouver mon marqueur pour essayer de marquer les bonnes réponses. Donc, le modèle entité-association pour le A, modèle entité-association décrit la structure et le comportement. Donc, c'est pas une bonne réponse parce que dans ce modèle, on n'essaye pas de décrire le comportement. Ce n'est pas comme le modèle de traitement des données, le MCT, modèle conceptuel de traitement, pardon, dans Maurice, qui permet de décrire les données, de décrire le comportement. Dans le B, on dit simplement que le modèle entité-association est une représentation statique du système futur. En fait, effectivement, si vous voyez un petit peu le modèle entité-association, il permet de donner un snapshot à un moment donné du système dans la vue du logiciel. Quand on essaie de développer le logiciel, on prend en considération une modélisation et puis on essaye de bâtir le système sur cette modélisation, sur cette représentation. Et à fur et à mesure qu'il y a des évolutions, on essaye de l'adapter selon les critères d'adaptation qui sont définis par les clients principalement. Deuxième réponse, donc c'est le D. Le modèle entité-association est un schéma. Il contient des entités, des associations et des propriétés. Je passe à la deuxième question. Dans le modèle entité-association, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Alors, la première affirmation, ça dit une association a un identifiant. Pas vraiment. Une association n'a pas forcément un identifiant. Une information non élémentaire peut être propriété d'une entité. Pas vraiment, en fait. Si on regarde dans la deuxième la question, la réponse qui suit, le C, une entité ne peut contenir que les informations élémentaires. En fait, celle-ci, elle est vraie. C'est qu'on peut avoir qu'une seule information élémentaire dans une entité, par conséquent, elle va enlever le B, donc on ne peut pas avoir d'informations non élémentaires. La deuxième réponse à cette question, et qui est aussi une réponse correcte, c'est le D. Mais en fait, le D, ça dit simplement qu'une classe doit être normalisée pour créer des objets indépendants. Et par conséquent, moi, je voulais pas mettre celle-ci. Aussi, faut savoir que normaliser, en fait, ça fait partie, en fait, de la conception de la base de données, de la modélisation. Mais dans le cas ici, si on rajoute classe et objet, on ne parle pas forcément de modèle entité association, mais on parle surtout de tout ce qui est modélisation UML, diagramme de classe, etc., diagramme objet. Et à ce niveau-là, on n'est pas dans le même type de modélisation, par conséquent, on ne va pas prendre le D. Le E n'est pas vrai parce qu'on parle de coordinate maximale lorsqu'on parle non pas de la taille de l'entité, ici on dit chaque entité dépend de sa taille, mais la cardinalité dépend de la relation entre les entités, non pas de la taille de l'entité. Troisième question, modèle entité-association. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Donc la première réponse, elle est vraie. Elle dit que l'entité permet de modéliser
un ensemble d'individus ayant des caractéristiques communes. Par exemple, un client, si on prend un client par exemple tel que Maroc Télécom comparé à Inouï, normalement on a les mêmes propriétés qui définissent les deux. Ils ont ce qu'on appelle un numéro d'enregistrement, ils ont un nom, ils ont enfin une désignation, ils ont des informations communes, un identifiant fiscal, des choses comme ça, qui sont vraiment reliées à ce qu'on appellerait une entité entreprise. Par contre, le B, l'entité englobe la structure et le traitement, c'est pas vrai. Pour ce qui concerne le C, c'est vrai parce que pour chaque entité, on a un identifiant unique. Enfin, pour le D, on dit que pour une bonne analyse des entités, il vaut mieux connaître le système de gestion de base de données au préalable, mais ce n'est pas forcément le cas. On peut tout à fait commencer l'analyse des données, enfin la conception si vous voulez, sans pour autant connaître la partie technique et choix des technologies qui seront utilisées pour implémenter. Je pose la quatrième question. Au sein d'un modèle entité-association, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Je vous invite à mettre des pauses de temps en temps lorsque je pose la question et puis réfléchir et regarder à nouveau la vidéo pour voir la réponse. Ici, lesquels des éléments suivants sont vrais? Premier élément, le A, toujours une association donne lieu à une table, c'est pas vrai, c'est faux. B, une association peut donner lieu à une table quand on a la cardinalité 1n. C'est pas du tout vrai. On peut avoir un n d'un côté et de l'autre côté un 1 en cardinalité et ça ne donne pas naissance à une nouvelle table. Le C, une association peut être porteuse d'informations. Oui, on peut rajouter des informations. Par exemple, si on prend deux entités, un médecin et on prend une entité patient, l'association, un patient qui va être consulté, l'association consultée, un médecin qui consulte un patient, généralement, on va rajouter par exemple une date de consultation. Et par conséquent, on peut rajouter des informations à l'association. Effectivement, le D, une association doit avoir un identifiant. C'est pas vrai. Pour l'entité suivante, représentant un candidat, quelles sont les affirmations correctes? Alors, l'entité n'est pas normalisée. C'est pas le cas en fait si on regarde ici notre entité candidat. On a un matricule qui est l'identifiant, et puis on a un nom, prénom, puis on a la ville. Normalement, toutes les informations ici sont élémentaires. On a au moins la première forme normale qui est validée. Par conséquent, le A c'est à relever, le B on le garde. Troisième forme normale, elle n'est pas tout à fait appliquée. On peut isoler la ville, la soustraire dans une autre entité. Ici, le C, une entité à part et concerne la propriété ville doit être plusieurs candidats. Effectivement, ce que je viens de dire, c'est qu'on peut soustraire en fait l'entité en une nouvelle, enfin la ville, la propriété ville en une nouvelle entité. Le D n'est pas vrai parce que en fait ça concerne pas un seul candidat. Une ville, ça peut regrouper plusieurs candidats en même temps. Pour le modèle suivant, si on souhaite ajouter la note obtenue par candidat dans une épreuve, cette information est ajoutée dans... Alors on se pose la question, où est-ce qu'on va ajouter cette information qui est la note? Moi j'ai répondu par l'association passée, c'est-à-dire le C, parce que en fait la note elle concerne l'action de passer, c'est-à-dire si un candidat ne passe pas une épreuve, on ne peut pas parler d'une note. Par conséquent, généralement, en fait, l'association ici va se transformer en une table et elle va contenir l'information note d'examen et peut-être aussi la date à laquelle l'examen a été passé. Je passe à la question 7. La redondance d'informations dans un modèle entité-association est le 1, ça dit une propriété qui se trouve dans différentes entités. Effectivement, on peut avoir de la redondance en ayant deux propriétés qui ont le même nom dans différentes entités.
Et ça crée de l'ambiguïté des fois, surtout quand on veut créer des requêtes. Ça peut créer de l'ambiguïté au niveau de SQL. Dans le B, on a une association qui applique plusieurs enregistrements. Forcément, une association peut impliquer plusieurs enregistrements et pas forcément, ça ne veut pas dire forcément que il y a de la redondance. Dans le C, la même valeur qui concerne plusieurs lignes d'une requête, la même valeur qui concerne plusieurs lignes d'une requête, en fait, effectivement, en fait, si on a la même valeur dans plusieurs lignes d'une requête, non, ça c'est pas une bonne réponse, en fait, enfin, ça concerne pas la redondance. On peut faire deux requêtes, enfin, on peut faire une requête et cette requête nous retourne deux lignes qui ont la même valeur. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est de la redondance. Pour le D, la même information qu'on peut trouver autrement. En fait, si on a d'autres chemins à partir duquel on peut trouver une information, ça veut dire forcément que c'est une information qui est redondante. Parce qu'on n'a pas un seul chemin pour la trouver. Et par conséquent, c'est de la redondance. Le E aussi, c'est vrai parce que, en fait, ça crée de l'incohérence. Là où on a de la redondance, ça crée de la cohérence de données et ceci est dû au fait que, par exemple, si je peux trouver la même information de deux façons, ça peut créer des problèmes parce que, en fait, l'information, elle doit être mise à jour partout. Si j'ai, par exemple, le nom d'un client qui est répété dans plusieurs tables, si par exemple aujourd'hui le client il change de nom, donc je dois le changer dans tous les endroits. Et ça relève de l'impossible. Il faut couvrir ces redondances partout et si je modifie juste un endroit et j'oublie un autre, le système va être incohérent. La huitième question, ça dit parmi les informations suivantes, lesquelles concernent un algorithme. Moi j'ai répondu par le A et j'ai répondu par le B. Pardon, le B n'est pas vrai. Trompé ici, je reviens sur ma réponse, mais plutôt j'ai répondu au D. Je mets le D. Ok, parfait. Donc, première réponse, le A, parce qu'en fait, un algorithme, effectivement, c'est une suite finie, qui est une suite d'opérations, d'instructions, et qui répondent ou résout un problème pour obtenir un résultat. Le D, un algorithme est correct seulement s'il fournit le résultat pour n'importe quelle entrée. Et ça définit un algorithme parce qu'on doit avoir le même résultat on doit avoir le bon résultat pour tout type d'entrée. Et c'est pour ça en fait que dans le développement TDD, ce qu'on appelle le Test Development, Driven Development, si vous voulez, c'est le développement guidé par le test, ou bien piloté par les tests. On essaie de développer les tests en premier avant d'aller vers le développement. Parce que ça nous permet de faire une réflexion sur quel type d'entrée et sortie on doit avoir dans le système dépendamment des entrées. Et on développe des tests qui permettent de couvrir ces types d'entrées et sorties. On essaie de couvrir le maximum d'angles, comme ça quand on a un algorithme qu'on a développé et qu'on a implémenté, on va le passer dans cet ensemble de tests et ça nous permet de valider en fait à chaque fois si l'algorithme performe dans des conditions de test, de couverture de tests qui sont à 100%, s'il performe bien, efficacement ou pas. Je passe à la neuvième question. Pour analyser la complexité d'un programme, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Pour ce qui concerne la complexité, généralement on parle surtout d'un ensemble de techniques de calcul qui permettent de définir la complexité indépendamment de l'environnement d'exécution. Donc ici, si je prends par exemple l'algorithme, je le mets dans un téléphone et je le mets en fait dans un environnement différent, tel qu'une machine en ordinateur, normalement les temps ils peuvent différer parce que je n'ai pas les mêmes configurations. Mais quand je fais une analyse de complexité, généralement je dois avoir le même résultat. En fait, je ne devrais pas avoir deux différents résultats
Par contre, quand c'est défini sur, quand je teste sur différents environnements, je peux avoir des temps qui sont différents. Et par conséquent, ce n'est pas intéressant d'utiliser l'option, de faire l'option 1, qui est le 1, prendre en compte la vitesse de l'ordinateur qui va compiler le programme, ni écrire un programme et faire des tests pour comparer les différents algorithmes. Utiliser les types primitifs pour ne pas changer la mémoire, donc charger la mémoire, ça c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas ça l'objectif de l'analyse. On peut utiliser des types de primitifs pour améliorer la mémoire, oui, mais c'est pas significatif. Quand on développe un algorithme, on veut voir l'exhaustivité et les limites qui peuvent être analysées dans cette complexité de l'algorithme afin de l'améliorer et de le rendre plus optimal. Je vais répondre à la dernière question, la 10e, dans cette vidéo, puis les 10 questions qui vont rester, les 20 questions, on va voir ça dans une autre vidéo. Donc pour cette question, on passe directement à une autre question sur la complexité. Cette fois-ci, ça parle de ce qu'on appellerait trouver un élément dans un tableau trié. Dans un tableau trié, on peut trouver déjà, avant de donner la réponse, on peut trouver l'élément de deux façons. Soit on peut le trouver par recherche séquentielle ou bien linéaire. On va aller élément par élément, index par index, et vérifier. Et puis retrouver l'élément. Par conséquent, dans cette option-là, si vous voulez ce mode de recherche, on a un grand O de n. Dans le pire des cas, bien sûr, quand on recherche. Dans le second cas, c'est celui de la dichotomie, recherche en dichotomie, c'est-à-dire on découpe le tableau en deux, on regarde si l'élément se trouve à gauche ou à droite, puis on continue de découper le tableau suivant en deux, on compare et on découpe. Ça permet en fait une recherche rapide, plus efficace, qui est équivalente à un log de n. Donc on a deux réponses à cette question, le grand O de n et le grand O log de n. N-1, c'est pas forcément vrai en fait, même si vous voulez, en fait, on peut le dire que c'est vrai, parce qu'on a un n ici, mais ce n'est pas une représentation en grand O. Grand O, généralement, ça rajoute pas des constantes. Donc on ne peut pas parler d'analyse complexité quand on va rajouter un -1 dans cette représentation. C'est pas un grand O de 1 parce que ce n'est pas une constante la recherche, elle varie quand même avec l'input, dépendamment de l'input. Dernière question répondue, je vous remercie d'avoir fait le suivi de cette vidéo. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo sur laquelle vous allez trouver bien sûr les réponses aux questions restantes de ce concours de recrutement. À bientôt.